Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de février 2026, nous réfléchissons à un usage ajusté des outils numériques, qu'il s'agisse du smartphone, des réseaux sociaux ou de l'intelligence artificielle. Nous parlons de la balance plaisir-manque liée à la dopamine, de notation sur Internet, du côté régressif des réseaux sociaux, de détachement conscient de son téléphone, des couleurs de l'affichage de l'écran, du fonctionnement de l'intelligence artificielle et des risques de celle-ci, ou encore de Cécile, 33 ans, qui a renoncé à acquérir un éventuel smartphone pour préserver son espace mental et sa liberté intérieure. Un numéro à retrouver gratuitement sur notre site magazine-zélie.com. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, nous vous proposons une conversation avec Azilise Lecor, journaliste, diplômée en philosophie et auteure. Azilise, bonjour. Bonjour Solange. Quels étaient vos rêves de petite fille ? Alors, quelle question pour commencer ? Je crois que je n'avais pas de grands rêves comme certains en ont parfois. Je sais pas, devenir vétérinaire, archéologue, pourquoi pas astronaute. J'étais un peu obsédée petite avec l'idée de devenir adulte. Je voulais être une adulte absolument. Et j'ai trouvé l'enfance très longue. Et donc j'espérais absolument la quitter. Et ce type de question me replonge un peu dans un questionnement qui est aujourd'hui extrêmement présent, c'est comment retrouver l'esprit d'enfance, alors même que j'avais pas eu l'impression finalement d'habiter tant que ça mon enfance, parce que j'étais peut-être déjà, en tout cas portée vers le monde des adultes et j'espérais y accéder, quoi. Donc peut-être que finalement mon rêve de petite fille, sans le savoir, c'était de faire ce que je fais, d'essayer de penser la société et notre place dans ce monde. À l'âge de 17 ans, vous avez reçu le baptême. Comment est-ce que vous avez rencontré le Christ ? Alors moi je viens d'une famille qui était en tout cas athée, donc on nous a plutôt appris que c'était pour les gens un petit peu faibles, qui avaient envie de se raconter des histoires pour se rassurer, et que ça n'avait pas de fondement scientifique, pas de base solide. Donc j'ai plutôt grandi avec cette idée. C'est une famille aussi un peu, comme on pourrait dire, bouffe curée. Je suis bretonne et c'est vrai qu'on dit souvent que la côte est très acubénie, et puis il y a les bouffes curées dans les terres. Il y a un peu cet état d'esprit-là, il faut l'avouer. Et arrivé au lycée, vers l'âge de 15 ans, je pense que c'est là que j'ai fait ma crise d'adolescence, qui s'est exprimée de façon assez classique, une défiance à l'égard des parents, etc. Mais plus encore, je dirais qu'il était un grand questionnement et bouleversement métaphysique, avec d'abord une forme de nihilisme qui était de se dire mais quel est le sens de ma vie, pourquoi est-ce qu'on m'a fait naître dans ce monde, j'ai rien demandé, pourquoi est-ce que je suis née dans cette famille, pas dans une autre, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ça s'est soldé par une réflexion un peu plus profonde, je dirais aujourd'hui d'ordre métaphysique, mais qui m'a amené à me dire que finalement c'était pas si stupide de penser qu'on avait un dessein, qu'on avait été créé par quelqu'un, par amour, que aussi je me souviens très bien d'une réflexion sur les arbres amènent souvent la réflexion, mais en disant que c'était quand même beau et que cette beauté c'était étonnant qu'elle mène pas à quelque chose de plus grand. Alors je suis pas sûre de l'exprimer à l'époque en ces termes, mais c'était un peu l'idée. Et donc ça c'est mon année de seconde en gros. Et puis arrivé en première, un laïc qui tenait, parce que j'étais dans un établissement catholique, mais avec personne ne pratiquait, il n'y avait pas de catéchisme, il n'y avait rien de tout ça. Mais l'aumônerie, il y a un laïc qui est arrivé cette année-là, parce qu'elle était désertée, et qui a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de proposer des activités, etc. Et il est venu, je précise quand je raconte ça parce que c'est drôle, il était mexicain, et donc il était très joyeux, très avenant, il avait un accent qui chantait, et c'était pas du tout l'image que j'avais de l'église, je pensais que c'était un truc un petit peu triste.
Et il a proposé une sortie chez les cisterciennes de Campagnac, à l'abbaye La Joie Notre-Dame, d'ailleurs, La Joie. Et hyper spontanément, j'ai levé la main. Donc, les camarades des premières m'ont regardé en me disant « Qu'est-ce que tu fous? T'as pas envie de venir en cours? Enfin, c'est quoi ton... » Et j'y suis allée. Et là, il y a une religieuse qui a expliqué pourquoi elle était devenue sœur, pourquoi elle a décidé de se consacrer entièrement au Seigneur. Elle avait fait un schéma avec plusieurs cercles. Dans le premier, elle avait mis ses hobbies. Dans un deuxième, les choses qui comptent un peu plus. Moi, par exemple, je pourrais mettre, je sais pas, la philosophie, la littérature. Un autre cercle, là où elle avait mis ses proches, sa famille. Et ensuite, la pierre centrale de son existence, et elle avait écrit Dieu et amour, parce qu'elle était déjà chrétienne. Et un jour, elle perd sa sœur, et donc ce deuil est très violent pour elle, et elle dit « J'ai envie de me concentrer sur cette pierre centrale ». Et donc pour ça, j'avais besoin de venir au couvent, et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça a été une évidence, quoi. J'ai compris qu'on pouvait donc donner sa vie pour Dieu, parce que lui, en préalable, il nous aimait de façon inconditionnelle, et ça, c'était assez... Je sais pas si, encore une fois, après coup, on le dit différemment, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas très bien si je l'ai exprimé rationnellement à ce moment-là. Mais je me souviens de sortie de cette pièce, après on a visité... c'est le jour où Benoît XVI a démissionné. Parce ils avaient allumé la radio, ce qui était un peu dingue dans le couvent, pour écouter ce qui se passait. Et je suis sortie de là, et pour moi, c'était une évidence que Dieu existait. Et voilà, je me souviens, ma mère, je suis rentrée à la maison, elle m'a dit, t'as l'air un petit peu illuminée, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, j'ai demandé le baptême, je l'ai reçu avant de quitter le lycée, avec l'Eucharistie, et puis vu que la préparation avait été un petit peu plus rapide, souvent c'est plutôt 2 ans, ils m'ont demandé de faire la confirmation plus tard, ce qui était une très bonne chose. Voilà, en ramasser mon parcours. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de changements que cette conversion a suscité dans votre vie? C'est une question assez difficile, parce que je sais pas si c'est extrêmement... Enfin, j'étais assez jeune, donc je sais pas si c'est extrêmement concret, à part aller à la messe le dimanche. En revanche, je sais que ma vie a pris une trajectoire totalement différente, c'est-à-dire que je suis persuadée que si je n'avais pas eu le Christ dans ma vie, j'aurais certainement fait davantage de mauvais choix, que j'aurais beaucoup plus questionné les notions de bien et du mal, la notion de liberté. Je pense qu'elle aurait été peut-être davantage aussi travestie, comme elle peut l'être énormément dans le monde. Et je pense que ça aurait été difficile de poser des choix conscients. Je pense que c'est ça qui est clair. Et même quand je pense je fais des mauvais choix, que j'agis mal, au fond c'est parce que je suis pas sincère avec moi-même, je suis pas honnête, ou que je me suis coupée justement de Dieu vraiment profondément. Et donc il est toujours là pour nous rattraper, nous sauver. C'est quand même une chance inouïe d'être chrétien, de connaître Jésus. Et je pense que ma vie aurait été peut-être moins simple, moins joyeuse aussi. Et je trouve que ça se révèle énormément dans le mariage et dans la maternité, quand on doit à notre tour aussi transmettre cette foi, surtout quand on l'a pas reçu enfant. On se dit mais quel cadeau immense on offre à nos enfants, avec en même temps cette idée que ils sont totalement libres, et on sait pas ce qui garderont de tout ça, mais au moins on les aura aidés à peut-être différencier le bien du mal, et connaître ce qui fonde profondément leur dignité humaine aussi. Vous avez d'abord suivi des études de philosophie. Qu'est-ce qui vous a amené à la philosophie? Alors c'est vrai qu'avant la classe de terminale, on fait pas de philosophie à l'école. Je me souviens très bien de mon premier cours de philo. J'étais en terminale littéraire. Et le prof avait un peu voulu nous impressionner en disant « Vous voyez, c'est une chaise,
il y a l'essence de la chaise, et puis il y a les accidents, donc elle a un dossier, des pieds, ça. Et à la fois, ça paraît un petit peu... la mise en scène était un peu ridicule, mais c'était génial, parce que ça a attrapé quand même beaucoup dans la classe. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est génial, parce que ce monde dans lequel on semble jeter, comme ça, il y a des penseurs qui ont posé des concepts pour qu'on puisse qu'on puisse se retrouver dans ce monde, le penser. Et j'étais attrapée comme ça. Ensuite, je pense que la philosophie, en réalité, on en fait tout au long de notre vie sans vraiment le savoir. On a des intuitions. Il y a la littérature aussi qui nous porte à des questionnements philosophiques. Mais je crois que c'est la lecture ensuite de Descartes cette même année, où quand il parle du cogito, en fait, et même dans ses méditations métaphysiques, je me souviens très bien avoir m'être dit, mais ça c'est vraiment du génie, et c'est des choses que je ressens moi depuis toute petite, mais évidemment que je suis incapable de mettre en mots. Et il y a quelqu'un qui a réussi à le penser d'une façon extrêmement brillante, et qui ensuite va avoir un impact très concret sur l'histoire de la pensée. Et ça m'a fascinée. Et à partir de ce moment-là, c'était pour moi une évidence de faire de la philosophie. J'étais assez impatiente. Bon, j'étais en classe préparatoire avant, mais je savais que la suite c'était de la philo que je voulais faire. Et un de mes professeurs m'avait dit, d'ailleurs, si vous aimez la philosophie, il faut enseigner, parce que on s'arrête jamais d'en faire. On parlera peut-être du choix de devenir après journaliste dans le reste de l'interview, mais c'est vrai que la philosophie, c'est sans fin. Et même aujourd'hui, elle me quitte pas. Je fais parfois des petites pauses, plus vers la littérature, mais il y a toujours, il me semble, besoin pour essayer de penser notre société, de revenir à la fois au texte fondateur. Ce qui est vertigineux, c'est de se dire que tout a déjà été pensé à l'aube de l'humanité, à l'Antiquité, et en même temps qu'on est des nains sur des épaules de géants, et qu'on peut toujours essayer d'apporter quelque chose à notre petite échelle. Vous avez parlé de Descartes, mais est-ce que vous pourriez parler d'autres philosophes que vous aimez particulièrement ? Alors il y en a pas mal de philosophes que j'aime beaucoup. J'aime bien comparer les philosophes à des compagnons de vie, de route. Pendant très longtemps, dans toutes mes études, en fait, j'étais assez obsédée par Emmanuel Lévinas, par cette question du primat de l'altérité qu'il pose, comme aussi condition de découverte de sa propre humanité. Et il y a dans l'approche de cette branche qu'est la phénoménologie, quelque chose qui nous rapproche un petit peu du sentiment qu'on peut ressentir parfois dans des états de grâce ou de foi, et qui mettait en langage philosophique, me semble-t-il, une approche de la transcendance qui était sinon difficile aux philosophes contemporains. J'ai beaucoup lu les philosophes juifs d'après-guerre, qui ont essayé de penser la question aussi du mal, de comment peut-on croire aussi en Dieu après Auschwitz. Je pense à Antionas, qui a également, qui est un penseur, je crois, encore trop méconnu, et qui nous permet de véritablement penser les grands enjeux contemporains, comme les enjeux d'écologie. Et la liste est longue, mais je découvre en fait aussi d'autres philosophes aujourd'hui que j'avais croisés, disons, pendant les études, mais qui ont parfois été un petit peu méprisés. Je pense à Hannah Arendt, qu'en fait j'ai lu après tous mes professeurs. Alors peut-être parce que c'était des hommes, je ne sais pas, mais disaient que ce n'était pas une philosophe. Et quand on leur demandait pourquoi, je trouvais que les justifications n'étaient pas très convaincantes. Et aujourd'hui, ça me paraît dingue de dire que c'était une philosophe à part entière, que donc je continue de lire beaucoup, sur laquelle à partir de laquelle je réfléchis beaucoup. Et là, je m'intéresse à une femme qui est vraiment très méconnue, qui est une philosophe espagnole, et c'est vrai que c'est pas le pays par excellence des philosophes, c'est plutôt un pays de poètes ou d'écrivains. Et il y a cette femme qui s'appelle Maria Zambrano, qui a pensé
le lien entre poésie et philosophie. Elle s'est beaucoup inspirée, sans se dire chrétienne elle-même, mais des penseurs chrétiens comme les mystiques, et je pense à Saint Jean de la Croix. Et son idée, alors bon, je le dis, je galvaude ce qu'est son message, mais en tout cas, elle dit que la véritable philosophie, c'est peut-être la poésie. Et je trouve que cette idée est magnifique. Et elle nous permet de penser ce rapport aussi à l'invisible, qui est, je pense, ma grande quête des années futures. Et j'y pense là en vous le disant, je crois que le plus grand livre de philosophie, on le doit à une femme, d'ailleurs, qui s'appelle Simone Weil, avec un W, et qui est La pesanteur et la grâce. Et plus qu'un livre de philosophie, pour moi, c'est vraiment dans mon panthéon. Et je crois que là, s'il y avait un livre pour essayer de penser la question de l'invisible, c'est celui-ci que je conseillerais. Alors, je crois que vous avez enseigné aussi, mais vous avez continué votre parcours avec des études de journalisme, donc entre 2018 et 2020 au CFPJ, Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Pourquoi ce choix ? À ce moment-là, j'étudiais la philosophie politique à la Sorbonne. Et alors j'avais en effet enseigné auprès c'est des stages où on enseignait auprès de tuteurs. Et donc j'étais après ma prépa en lettres et en philosophie, et donc j'ai pu faire un stage avec une prof de français et avec un professeur de philosophie au lycée. Je dois dire que c'était un petit peu un choc parce que je venais de Bretagne, j'ai connu que les établissements bretons, et là je me retrouvais dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire, et avec des problématiques qui étaient propres à ces établissements que je ne connaissais pas. Et donc on avait des élèves en filière générale qui ne maîtrisaient pas la lecture et donc par conséquent l'écriture. Le professeur de philosophie était un petit peu fatigué, je pense. Donc lui, par ailleurs, il a arrêté 2 ans après d'enseigner. Et l'enseignante de français, elle était plus jeune, elle avait une énergie folle. Et donc elle les faisait lire à chaque début de cours. Mais vraiment, c'était très très laborieux. Ça m'a beaucoup refroidi. Et elle donnait aussi des cours de théâtre le soir pour que les enfants se familiarisent avec les textes, pour qu'ils puissent se les approprier. Donc elle était tout à fait admirable. Et quand on la voyait, on avait un peu envie d'être comme elle, quoi. On se disait, mais oui, en fait, c'est peut-être mieux d'enseigner le français parce que c'est plus accessible par les émotions, par les textes, etc. Que la philosophie, c'est trop conceptuel. En même temps, j'avais aussi plein d'idées. Et je me disais, je m'entendais bien avec les élèves, j'ai un bon rapport avec eux, j'aime bien les ados de l'âge lycée. Ce qui étonne beaucoup de gens parce que c'est parfois un âge un petit peu déconcertant, on n'a pas toujours de retour avec ces ados-là, mais moi je sais que c'est un âge où j'ai pu choisir d'être qui je voulais être véritablement, et donc je sais que ça peut être des années charnières pour eux. Il se trouve qu'il y a eu les attentats du Bataclan. Là on a eu d'autres problématiques vraiment liées aux questions d'identité, avec des élèves qui ont refusé de faire une minute de silence, qui sont partis. Et je me suis dit, bon, l'école, elle brasse vraiment toutes les problématiques de la société. C'est très difficile d'enseigner. Je pourrais pas enseigner la philosophie. Je pourrais essayer de faire passer quelques petites choses, mais j'ai peur d'être aigrie, j'ai peur de me lasser, j'ai peur de... Donc là-dessus, je pars avec toutes ces idées en tête, et je me retrouve donc en master, et je réfléchis à ce que je peux faire. Je lis la presse depuis le lycée, et je vois sur Figaro Vox, donc qui est le service débat et opinion du Figaro, une annonce pour faire un stage. Je commençais à penser au journalisme, mais ça me paraissait un peu inaccessible, je connaissais pas, quoi. C'était un autre monde, et j'ai postulé, j'ai été prise, et finalement je suis jamais partie de ce monde-là après ce stage. Je suis passée par plusieurs services au Figaro, j'ai fait ce service-là, après le service vidéo, où j'ai fait donc ce contrat pro avec cette école de journalisme. Et je suis ensuite retournée au service débat opinion pendant 3 ans, je crois, avant d'être embauchée en tant que rédactrice en chef au journal du dimanche. Et
Et je trouvais, pourquoi ce choix, pour répondre à votre question, que le journalisme permettait de faire, en tout cas le journalisme d'opinion particulièrement, un peu le lien entre ce que j'essayais déjà de faire dans mon master, c'est-à-dire de faire de la philosophie, mais sans être dans des questions qui semblent trop intellectuelles et détachées du monde. Et la philosophie politique permettait déjà de penser la société, parce qu'elle partait quand même de l'actualité, même si elle la prenait avec beaucoup de hauteur, mais quand même, elle avait un terrain très concret. Et de la même façon, le journalisme, et plus encore, surtout, nous oblige à partir de l'actualité, à partir des faits, pour ensuite, en opinion, poser une grille d'analyse sur ces faits-là, pour essayer d'en proposer des opinions, de les confronter, de créer du débat. Et je trouvais que ça permettait d'être moins peut-être dans des sphères, dans des hautes sphères, si j'ose dire, et d'être attaché à quelque chose de concret. Il y a aussi une frénésie de l'actualité, donc elle, là au sens du divertissement pascalien, elle nous occupe, quoi. Elle nous permet de pas trop penser à notre finitude. Et à ce moment-là, je pense, de la vingtaine, c'était un peu ce qu'il me fallait. Et donc après, plus tard, peut-être qu'on revient à d'autres questions plus profondes, mais je crois que c'est ce lien vraiment qui m'a donné envie, c'est de pouvoir penser l'actualité et d'avoir un lien aussi direct avec des lecteurs qui vont se nourrir de ce qu'on leur propose et nous faire des retours d'ailleurs souvent. Effectivement, comme vous le disiez, vous aimez bien le journalisme, j'ai l'impression, voilà, qui analyse, qui commente. C'est vrai que justement, moi j'ai fait aussi une école de journalisme et on avait remarqué qu'il y a un peu, entre guillemets, deux sortes de journalisme. Il y a ceux qui recherchent purement l'information, qui vont la chercher parfois assez loin. Et puis il y a ceux qui aiment bien plus effectivement l'analyser, la commenter, même si bon, les deux sont possibles, bien évidemment. Donc ouais, vous êtes plus vraiment le côté analytique et moins pure recherche d'information. Alors je ferai une nuance. Je pense qu'il y a des journalistes qui n'ont pas, je dirais pas vont chercher l'information, ils vont chercher les faits. Dans le sens, quand il se passe quelque chose, ils vont devoir aller sur le terrain, aller demander aux témoins, etc., aller chercher la source première pour savoir ce qui s'est passé. Moi, en effet, c'est pas mon travail, mais je fais autant un travail de recherche d'information. Mais c'est pas le même type d'information. On se base sur les faits qui sont rapportés par les journalistes de terrain. Donc dans une rédaction, il y en a qui vont faire ce travail plus particulièrement. Ça nous empêche pas après nous de passer aussi, d'aller vérifier certaines choses, de passer des coups de fil, de se déplacer. Mais c'est pas en effet notre première. On va aussi bien nous se diriger vers des sources d'informations qui sont par exemple, je sais pas, si on prend ce qui se passe en Iran, pour prendre quelque chose qui est loin de nous, on va se dire là je vais aller voir des historiens qui se sont intéressés à la révolution islamique, à ce qui s'est passé, au-delà de ceux qui nous rapportent des faits. On a des faits qui nous sont rapportés, il se trouve que les journalistes n'ont pas accès ou difficilement, on se base là-dessus. On va aussi donc se baser sur l'avis de spécialistes et pourquoi pas nous en lisant, parce qu'en fait c'est ça, c'est d'aller chercher de l'information aussi dans des livres, c'est d'essayer après de proposer au-delà des interviews avec ces experts. J'aime pas trop le terme expert, mais avec ces sachants, enfin véritablement des historiens, des philosophes, essayer pourquoi pas là de proposer une analyse qu'on peut écrire, des grands articles sur ce sujet. J'ai lu hier un très bon papier de Guillaume Perrault qui au Figaro fait ce travail avec l'histoire. Il va essayer de proposer quelque chose en plus que simplement l'actualité. Et c'est pour ça que c'est pas à mon sens du commentaire d'actualité. Ça va plus loin que ça. Commentaire d'actualité, c'est vrai que ça ressemble plus à ce qu'on peut voir parfois sur certains plateaux de télévision. Il y a un petit côté, chacun donne son avis. Et le format télé permet pas toujours de creuser, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'écrit, que c'est là où je travaille en premier lieu. C'est parce qu'après on peut proposer des formats profonds, je crois intelligents aussi, qui demandent un vrai effort. Et donc ce papier, par exemple, essayait traitait de ce que les intellectuels plutôt de gauche
disaient de la révolution islamique et pourquoi ils l'ont soutenue. Donc c'est très intéressant. C'est ça le cœur vraiment de notre travail en opinion. C'est pas, enfin moi je récuse vraiment enfin je ne conçois pas mon métier comme du commentaire d'actualité parce que en fait c'est trop facile. Et on est tous tentés de faire ça. Il faut vraiment essayer de s'en prémunir au maximum. Et c'est pour ça que l'écrit et malheureusement les formats sont aujourd'hui extrêmement réduits. Mais c'est dès qu'on a la possibilité d'écrire des articles un peu plus longs, je crois qu'il faut s'y adonner. Et je pense que ça va être un challenge dans les années à venir, c'est-à-dire il y a peut-être on parle souvent d'abrutissement généralisé avec c'est le thème de ton magazine avec ses notifications en permanence, le fait qu'on ait une capacité d'attention qui soit extrêmement réduite à cause des réseaux sociaux, voilà, ces images qui vont toujours plus vite. À côté, je pense qu'on a aussi besoin de temps où on va se poser, on va essayer de réfléchir, et ça, ce sera une demande, en tout cas, c'est peut-être un peu plus, mais je l'espère et j'y crois, qui va être croissante de dossiers plus profonds, d'articles aussi plus longs, avec une plus-value. Et donc, voilà, c'est vraiment l'ambition qu'il faut se donner. Je dis pas qu'on y arrive, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai à l'esprit. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes actuellement en congé parental, votre dernier enfant ayant 6 mois. Qu'est-ce qui vous a amené à ce choix ? Je vais bientôt reprendre le travail, mais c'est vrai que j'avais à cœur de rester au moins jusqu'aux 6 mois, donc je vais rester un peu plus avec ma fille. On a la chance quand c'est un 3e enfant, c'est 4 mois déjà de congé maternité. C'est pas mal. Voilà, j'aurais adoré avoir ça pour les 2 premiers. Je pense que vraiment 6 mois, ce serait le tarif de base, je pense, normalement. En fait, pour le premier, je me suis pas trop posé la question. Je suis retournée travailler, il avait 3 mois et demi, et il a été gardé à 4 mois. J'ai une sorte de barrière psychologique, je n'arrive pas à les faire garder avant leurs 4 mois. C'est vrai qu'à 4 mois, ils sont un peu plus, ils se tiennent un peu mieux, quoi. C'est moins un nourrisson. Mais enfin pour moi c'était déjà assez tôt. Alors c'est vrai que le premier, je dois admettre que c'est un bébé qui pleurait beaucoup, voilà, qui était tout le temps dans les bras, qui demandait beaucoup. Donc quand je l'ai fait garder, je pleurais le matin en le déposant, mais en même temps j'étais contente de travailler. J'étais contente d'être au bureau et de travailler, et puis de le retrouver le soir, même si je trouvais que je le trouvais un petit peu trop tard. Le deuxième est arrivé assez vite après, ils ont 1 an et demi d'écart, et là en revanche, c'était pour moi très très dur de retourner travailler. J'ai beaucoup pleuré et je l'ai vraiment mal vécu. Et en fait, même longtemps après, puisqu'entre le 2e et le 3e, il y a 3 ans d'écart, je ressassais un peu ça en me disant, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris des congés, quoi? Enfin, tu n'as pas posé un congé parental, ou tu n'es pas resté jusqu'aux 6 mois du bébé, au-delà des questions économiques, parce que c'est vrai que vivre sur un seul salaire, c'est compliqué, ça aurait demandé des sacrifices, mais j'ai pas eu le choix en tout cas. Et j'étais un peu trop jeune pour dire, mais en fait si, enfin c'est à la fois mon droit, mais c'est aussi ce que je veux. Et donc on m'a demandé de revenir, on a un peu insisté, et j'ai dit bon d'accord, je vais revenir pour ces 4 mois. Et donc j'ai contrairement au premier, le premier c'était mon mari qui a fait l'adaptation à la crèche, là c'est moi qui l'ai faite. Bon, le premier, c'était impossible pour moi, parce que ça me déchirait le cœur de faire cette adaptation. Et donc, voilà, je me suis dit, en revanche, pour le 3e, ce sera 6 mois minimum, quoi. Et je l'ai dit à mon employeur, mais qui, en plus, enfin, c'était pas un sujet pour lui, quoi. C'était assez génial. Il m'a dit, mais... Enfin, je sais que c'est dur de laisser ses bébés tout petits. Il faut, en fait, si tu veux prendre 1 an, enfin, tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, j'ai eu aucune pression, une totale liberté. Ce qui est agréable, parce qu'on n'a pas à se battre, on n'a pas, voilà, un sentiment, on n'est pas mal à l'aise, quoi. Et donc, j'ai pu profiter vraiment de là pendant, ça fait déjà 6 mois que je suis avec elle. C'est vraiment merveilleux de pas avoir cette, enfin, de pas courir partout, quoi, de pas être, de pas crouler sous les notifications du travail, sous les appels, d'essayer en même temps de s'occuper de son bébé. En fait, on fait tout un peu mal. On fait comme on peut, mais en fait, du coup, on profite de rien vraiment. Et on se sent un peu, moi, c'est le sentiment que j'avais eu quand j'avais mes 2 bébés et que j'ai appris le travail très vite. En fait, j'ai l'impression d'être sous l'eau, un peu noyée.
Vraiment, et d'ailleurs, je me souviens pas trop de cette année, à partir du moment où j'ai repris le travail. Donc, je trouvais ça terrible, quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu que ça recommence. J'ai voulu profiter de ces moments de vie, en fait, qui passent très très vite. Et en plus, je profite d'autant plus de mes grands qui sont à l'école et que je peux aller chercher à la sortie de l'école. Ça, c'est déjà arrivé. Et là, pareil, je les redécouvre parce que ils sont moins fatigués. Enfin, faut quand même. Enfin, je dis ça, je vais reprendre le travail, donc c'est pas du tout pour culpabiliser les mamans qui peuvent pas le faire. Je veux dire, je vais aussi recommencer à aller les chercher plus tard, etc. Mais c'est vrai que en voyant les bienfaits pour eux, sur la fatigue, sur le fait qu'il y a une maman qui est présente à 16h30 et qui peut écouter leurs histoires, ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai eu cette chance que j'ai eu une maman au foyer. Enfin, en fait, c'est incroyable pour un enfant, vraiment. Ça a été, je pense que je le mesurais pas autant, mais pour nous, c'était une vraie chance. Et je vois bien que ça leur fait beaucoup de bien. Donc j'espère que voilà, ça va aller. Ils ont l'air d'avoir très envie d'aller au centre de loisirs, donc ça va bien se passer. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être aussi un petit défi de me remettre dans le bain. Alors en septembre 2024, vous avez publié chez Albin Michel l'essai L'enfant et l'avenir de l'homme. Vous évoquez la baisse de la natalité, confirmée depuis par le fait qu'en 2025, la France a connu plus de décès que de naissances, pour la première fois depuis 1944. Alors vous vous penchez notamment sur les cas des personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Alors avant d'évoquer ensemble ce sujet, je souhaite qu'on prenne le temps auprès des auditrices et auditeurs d'avoir une pensée pour les personnes et les couples dont le désir d'enfant ne se concrétise pas ou ne peut se réaliser, parce que pour eux, le propos sur la baisse des naissances, ça peut être douloureux à entendre. Donc voilà, on les garde dans notre pensée. En 2025, le taux de fécondité est de 1,56 enfants par femme en France. Pourtant, le nombre idéal d'enfants dans une famille, quand on demande aux gens, c'est de 2 enfants, 3 en moyenne en 2024, qui est un chiffre qui est également en baisse, mais c'est quand même plus que le taux de fécondité. Alors évidemment, parmi les causes de cette baisse de la natalité, il y a les raisons économiques liées au logement, aux revenus, au mode de garde. Une autre explication est liée aussi à une forme de crise du couple avec davantage de célibataires et de séparation. Et puis enfin, et c'est une cause que vous évoquez dans le livre L'enfant et l'avenir de l'homme, le désir d'enfant baisse. Effectivement, j'ai vu que selon l'INED, parmi les jeunes de moins de 30 ans, il y a environ 13% de femmes et 15% d'hommes qui déclarent qu'ils souhaitent avoir 0 enfant. Donc Azilis, vous avez rencontré certaines de ces personnes, dont certaines se revendiquent du mouvement No Kids. Quels motifs de ce choix ont-elles évoqué ? En effet, ce qui est assez intéressant, c'est de corréler, moi c'est ce qui m'a donné comme envie d'écrire ce livre, d'essayer de comprendre, de corréler l'augmentation, la présence très importante de ces discours antinatalistes dans l'espace médiatique. Donc les No Kids, initialement, c'est un label qui a été fondé aux États-Unis, on appelle le label GINKS, Green Inclination No Kids, inclination verte, pas d'enfants. Et leur slogan, aux gens qui ont fondé ce label, c'était de dire « Ne mets pas un enfant au monde, c'est une poubelle ». En Europe, on a oublié le Green Inclination, on a gardé que le No Kids, mais à l'aune d'une étude qui a été publiée en 2017, on expliquait que l'enfant était mettre un enfant au monde, c'était l'acte le plus polluant qui soit. Et donc, il valait mieux arrêter de mettre un enfant au monde si on voulait vraiment sauver la planète. Et corrélé à cela, il y a eu aussi beaucoup de discours, alors qu'on nomme plutôt child-free, sans enfant par choix, en disant, surtout prôné par certaines féministes, considérant que l'enfant était une source d'aliénation, ne permettait pas aux femmes de s'émanciper. Et donc j'entendais toute une multitude de discours, aussi des discours qui dépeignaient la maternité de façon extrêmement négative. Et alors que ces discours prennent de plus en plus de place dans le débat, on voyait depuis 15 ans, en fait, en réalité, les chiffres de la natalité baisser. La France a longtemps résisté, contrairement aux autres pays européens, et puis depuis 15 ans, ça s'est effondré jusqu'à arriver à la situation des natalités que vous avez décrites. Et donc il y avait une forme de contradiction dans ces deux constats que j'ai essayé de comprendre. Donc d'abord en allant en effet voir des militants, ils sont très peu nombreux en réalité, il y a peu de gens qui se disent No Kids, ça existe,
Mais il y a beaucoup de gens qui ont répondu aux appels à témoignages que j'ai lancés parce qu'ils étaient simplement... ils ne voulaient pas d'enfants pour diverses raisons. Alors là, c'est vrai que les discours du débat public imprégnant, ils ont souvent commencé la discussion en disant oui, c'est vrai, pour la planète, c'est une bonne action, parce que ça devient tout de suite vertueux. Et ils étaient peut-être pas totalement à l'aise avec le fait d'assumer quand même, puisqu'ils l'assumaient, mais de ne pas vouloir d'enfants. Et petit à petit, quand on creusait la discussion, alors il y avait parfois évidemment des questions très intimes, parce que il y a rien de plus intime que cette question-là. Donc parfois des histoires d'enfance qui peuvent être dramatiques ou des difficultés simplement à se projeter en tant que parent. Mais ce qui revenait systématiquement, c'était quand même la peur de devenir responsable et d'être dérangé aussi dans son confort. C'est-à-dire, mais en fait demain, je vais travailler pour quelqu'un d'autre que pour moi-même, donc ça veut dire que ce pouvoir d'achat, ce terme d'ailleurs qui revenait énormément, qui je trouve est assez terrible, pouvoir d'achat, le fait d'allier ces deux mots. Et je parle en plus de gens souvent qui étaient plutôt dans des bonnes situations. On peut comprendre évidemment cette crainte économique, mais qui est l'idée de se dire je veux pouvoir jouir de l'argent que je gagne, et demain, un enfant ça coûte quand même extrêmement cher. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser cet argent pour lui? Et ensuite, dans cette idée de confort aussi, si j'ai un enfant, je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Je peux pas aller après le travail, si un collègue me propose boire une bière, je ne peux pas demain. Alors ça, je vous assure que c'est revenu plein de fois avec cette même destination. Je ne peux pas décider d'aller à Bali. J'étais assez fascinée par cette obsession autour de Bali. Et donc il y a, je pense, un état d'esprit un petit peu d'adolescent qui résiste. Et donc on a des jeunes gens qui ont du mal à se concevoir comme des adultes responsables et se dire, parce que évidemment c'est vertigineux, hein, je partage cette inquiétude avec eux, de dire on va être responsable de quelqu'un pour essayer de l'élever et pour qu'ensuite il soit libre. Et donc c'est une grande mission, ça je dois l'admettre. Mais eux ils préféraient pour beaucoup y renoncer parce qu'ils avaient trop de craintes et ils étaient incapables de dépasser ces craintes. Ce qui est aussi très beau, c'est que en réalité ils ne fermaient jamais la porte, à part des quelques militants assez résiduels qui disaient il ne faut pas. Il y avait toujours une porte ouverte en disant peut-être que je vais changer d'avis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au fond d'eux qui les appelle à ça, mais ils disent que rationnellement, il faut pas faire ce pari-là. Parce qu'évidemment, ils font des listes, il y en a plusieurs qui faisaient des listes. Et si on fait des listes pour contre, et bah peut-être qu'en effet, c'est absurde de faire un enfant parce que ça coûte cher, parce qu'on n'a pas la place chez soi, parce que ceci, parce que cela. Mais je crois que c'est évidemment bien plus profond, c'est cette question de est-ce qu'on est capable de se donner pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Et c'est peut-être d'ailleurs le sens véritablement du don. C'est que c'est pas pour soi-même et que c'est gratuit. Et peut-être qu'on est dans une époque qui accueille difficilement cette gratuité. Alors, on va répondre en quelques mots à la question souvent posée. Est-ce qu'avoir des enfants, c'est pas source de pollution alors que la planète est déjà en danger? En effet, je passe un peu de temps sur cette question dans le livre. Pour y répondre rapidement, on l'a dit, on ne fait plus d'enfants en Occident. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes écologiques. Se pose pour nous véritablement la question de nos modes de vie. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. En fait, les pays où on continue à faire des enfants, ce ne sont pas des pays où il y a par enfant beaucoup d'émanations de CO2. Si on compare un Américain et un Nigérian, et bien c'est 10 fois plus pour un enfant américain. Alors que dans une famille, nous, on fait une famille, c'est 1 ou 2 enfants, et ils vont avoir des familles entre 6 et 10, et ils vont émettre moins de gaz à effet de serre. Donc c'est la question qu'il faut se poser, c'est pas la question du nombre d'enfants, c'est comment est-ce qu'on vit. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, et je crois que de plus en plus, on est un petit peu fatigué par cette question parce qu'on ne sait pas, on a l'impression d'être impuissant. Et j'essaye moi d'admettre
c'est-à-dire que il faut que ce soit quelque chose à l'échelle mondiale, que ce soit les politiques qui le prennent en charge, mais que ça doit aussi partir de nous, simplement pour nous positionner dans une approche sobre de l'existence et qui est intégrale, comme aurait dit le pape François, une écologie intégrale qui pense à la fois à la préservation de l'environnement, de la nature, et donc en langage chrétien de la création, mais nous sommes aussi partie prenante de cette création, et nous devons protéger la vie sous toutes ses formes, notamment la vie humaine. C'est pour ça que d'un point de vue écologique, ça n'a pas de sens de vouloir supprimer la vie humaine pour préserver uniquement la nature, et au contraire, il faut permettre, comme le dirait donc le philosophe Ancionas, favoriser les conditions pour permettre une vie authentiquement humaine sur Terre. Et donc ça, je crois que c'est le grand défi. Et c'est le sens aussi de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui peut continuer à nous éclairer sur ce sujet. Alors finalement, c'est une question un peu délicate et vertigineuse, mais pourquoi, dans quel but avoir des enfants? Alors un enfant, c'est pas du tout... je dirais qu'il n'y a pas un but, c'est pas pratique. En soi, c'est peut-être un peu comme la philosophie, ça n'a pas d'intérêt concret, en tout cas, ça n'a... C'est comme je le disais tout à l'heure, si on fait une liste de pour et contre, rationnellement, peut-être qu'on ne choisit pas de faire des enfants. En revanche, il y a cette possibilité profondément, quand on devient parent, et j'irais même plus, quand il y a des enfants dans une société, c'est que nous, en tant qu'adultes, nous devons transmettre. Et ça prend une toute autre dimension, c'est-à-dire que nous devons nous concevoir comme des héritiers, et je pense que profondément aussi, si aujourd'hui il y a une crise de la natalité, c'est peut-être parce qu'il y a une crise de la transmission. Et tout de suite, notre rôle, à la fois en tant que personne, mais en tant que aussi faisant partie de la cité, il prend une toute autre dimension, parce que on a une responsabilité nouvelle. On doit permettre à ce que ces petits êtres deviennent des humains libres, capables de se déterminer, capables d'avoir aussi des repères, et capables de réinventer aussi le monde. Parce que nous, on transmet ce qu'on a reçu de nos ancêtres, mais c'est pour être finalement le trait d'union entre hier et demain. Et les enfants sont cette possibilité d'avenir, cette possibilité de poser un regard neuf sur le monde. Et ça, c'est la philosophe Hannah Arendt dont on a parlé, qui l'exprimait très bien, et qui a tout à fait compris qu'elle était... alors qu'elle-même n'a pas eu d'enfant d'ailleurs, qu'elle était la portée des enfants dans une société qui était la possibilité véritablement de croire, d'espérer que le monde soit meilleur demain. Oui, c'est vrai que je me disais pourquoi on a des enfants. Bah en fait c'est pour eux en fait. Enfin c'est pas évidemment c'est pas pour nous, même si bien sûr dans le désir d'enfant il y a une part un petit peu je pense narcissique, de projection, etc. Mais évidemment ouais c'est pour eux quoi. Effectivement comme vous le dites, pour qu'ils soient libres. Alors justement dans votre livre vous citez une phrase du philosophe Martin Stephens en exergue. Devenir parent, c'est comprendre que cette vie reçue un jour, qui est celui de ma naissance, je l'ai finalement jugée assez belle pour vouloir la donner, la transmettre, la partager. Donc effectivement, oui, c'est vraiment la vie est si belle malgré toutes ces ombres que j'ai envie de la transmettre, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore cette phrase, je la trouve magnifique, et elle vient d'un tout petit livre que j'offre souvent quand des amis ont des enfants. Parce que quand on est en postpartum, on n'a pas forcément le cerveau disponible pour lire des pavés. Et c'est un livre magnifique. Alors j'oublie le nom de l'illustratrice, mais c'est un livre de dessin. Et Martin Stephens est venu apporter des réflexions sur le fait de devenir parent. C'est tout à fait magnifique. Et il y a cette petite phrase dedans. Martin écrit plein de livres fantastiques, mais là c'est vraiment un petit abrégé, je dirais, peut-être de ce qu'il faut... retenir pour se sentir prêt à endosser ce rôle vertigineux. Et je trouve ça très beau, l'idée de lier le fait d'aimer la vie et de la transmettre. Parce que c'est profondément ça. C'est aimer et transmettre, et je crois que c'est les deux mots qui sont aux clés de cette aventure de la maternité et de la paternité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, et qui dépasse aussi peut-être simplement le rôle de parent, mais le rôle de véritable adulte dans une société. Vous avez parlé de tous ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
qui sont dans des situations d'attente ou de deuil, et j'essaie d'avoir pour eux des chapitres dans le livre, parce que on peut pas parler de cette question sans penser à eux, et c'est pas du tout parce qu'on n'a pas d'enfant d'ailleurs que notre vie n'a pas de sens, est vaine. Enfin, c'est pas l'enfant qui donne un sens à notre existence. C'est vraiment dans ce rapport à ce qu'on peut appeler, ce que la philosophie Edith Stein appelle la fécondité spirituelle, la maternité spirituelle, et qui n'est pas un lot de consolation. C'est pas pour dire à ces gens qui souffrent de devoir faire ce deuil-là, regardez, il y a ça. C'est qu'on est tous appelés à ça véritablement. C'est même si on est parents ou qu'on l'est pas, c'est comment est-ce qu'on porte du fruit au-delà de ce lien parent-enfant. Comment est-ce qu'on peut apporter à la société ce don gratuit, comment est-ce qu'on donne. Et donc j'essaie de dire que c'est au travers de ça peut être au travers de l'enseignement, puisque j'ai dit que moi ça a été une voie vers laquelle au départ j'allais, et puis mes professeurs m'ont tellement donné, mais ça peut être un artiste qui donne son œuvre au monde, ça peut être simplement un bénévole qui prend du temps, quelqu'un qui vous aide à traverser la rue parce que vous êtes vulnérable, et c'est simplement de poser son regard sur l'autre, encore une fois essayer de faire passer l'autre en premier, et de donner parfois sans savoir ce qu'on va semer, parce que sans but de récolter quoi que ce soit, et en se disant voilà, l'autre est passé avant moi, et j'ai peut-être transmis quelque chose et participé à ce que il y ait un peu plus d'amour. Alors ça paraît un peu bisounours et mièvre, mais c'est quand même ça, je crois, ce à quoi on est appelé dans ce monde-là. Alors là, on parle avec une hauteur philosophique, la maternité, c'est génial. Non, je plaisante, mais c'est vrai que il y a des choses difficiles aussi, évidemment, dans la parentalité, enfin dans la maternité et la paternité, parce que vous n'aimez pas trop le terme de parentalité, qui est un peu qui mêle un peu les deux, qui noie la complémentarité, comme vous dites. Alors vous, qu'est-ce que vous a appris la maternité à titre personnel de positif, mais aussi de plus difficile? Alors, le plus difficile, je vais commencer par là, je crois que c'est la patience. Moi, je trouve que c'est terrible, mais je manque de patience, quoi. Puis c'est sans fin, parce que les enfants grandissent, donc il y a des étapes d'âge, qui à chaque fois nous apportent son lot de surprises. Avec, on sait très bien, on connaît les Terrible 2. Alors il y a un peu à chaque âge Terrible 4, je sais pas jusqu'à quand ça va, mais à chaque enfant aussi. Moi, c'est ça qui est, en fait, je dis c'est dur, c'est le plus dur, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. C'est jamais tout blanc ou tout noir, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut accepter un petit peu les grandes étapes de la vie de l'enfant, et en même temps sa particularité. Et je trouve que c'est ça qui est beau à chaque naissance. Et moi, j'ai de la chance d'avoir 3 enfants, et là ma fille elle me permet, enfin je me suis vraiment dit ça, d'aimer encore plus mes garçons, parce que je comprends la différence des 3, leur caractère propre. Ils ont vraiment pas du tout la même personnalité, ils sont vraiment 3 personnes différentes, même si ils ont les mêmes parents. Et ça, je trouve que c'est pour ça qu'on se sent un peu tout petit. Et moi, je trouve d'ailleurs que quand on est chrétien, on a un peu la confirmation de se dire oui, enfin, Dieu existe, ces enfants-là, à la fois ils sont là, on a l'impression qu'ils ont toujours existé, et puis ils sont arrivés dans le monde avec déjà leur visage, leur caractère, et donc nous on sent qu'on est que des passeurs, quoi. Et donc c'est ça qui est donc à la fois magnifique et en même temps très dur, c'est d'accueillir chaque enfant pleinement, de réussir à prendre du temps pour eux. Quand ils font une crise ou qu'ils ont une attitude particulière, se dire bon, ok, souffle un coup, essaye de mettre des bonnes limites quand même, parce que moi je pense que c'est très important, qu'il y ait des punitions. Enfin, je veux dire, pour moi c'est pas un gros mot, quoi, dans le respect de l'enfant évidemment, et en même temps de se dire comment est-ce que maintenant je peux l'aider à dépasser ce stade, comment est-ce que moi je peux être son pilier toujours. Et c'est vrai que c'est sans fin. Et une philosophe, Chantal Delsol pour la citer, qui a 6 enfants, 5 enfants, je sais plus, oui, 6 enfants, m'a dit en fait on parle beaucoup des enfants en bas âge, parce que c'est vrai que c'est un challenge d'organisation, mais en fait quand ils grandissent et qu'on a des adolescents, c'est là qu'on se couche très tard, parce qu'il faut les accueillir pour écouter. Et un adolescent, quand moi j'en ai pas encore, mais
C'est ce qu'on disait, c'est un adolescent, quand il veut parler, c'est le bon moment, et sinon c'est foutu. Donc il faut toujours être disponible, et c'est là où la patience vraiment entre en jeu. Et que je crois que c'est un long travail, et puis quand on devient parent, c'est pour toute la vie. Donc il faut savoir être patient et persévérer. Pour en revenir à la notion de débat et de réflexion philosophique, je me disais, souvent les essais, il y a un sujet, puis il y a des arguments en faveur de cette thèse. Et du coup, le problème, c'est que je me dis, est-ce que ce serait bien de nommer aussi les arguments qui vont pas dans le même sens, par exemple, sur l'individualisme qui souvent influe sur par exemple le désir de pas avoir d'enfants. Après il y a aussi des signes dans la société qui sont un peu à l'inverse de l'individualisme. Alors c'est vrai que j'avais vu que le nombre de mariages a récemment augmenté ces dernières années, retrouvant son niveau de 2010. Du coup, comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir des positions trop pour, contre, noir, blanc, selon vous? Je pense qu'il faut toujours déjà prendre les chiffres dans leur globalité, les mettre en perspective. Par exemple, moi j'aimerais bien me réjouir de la hausse du nombre de mariages. Si on les met en perspective, eh bien, il y a 40% des adultes qui sont célibataires, il y a une personne sur 3 qui vit seule, il y a un couple sur 2 qui divorce. Non, je veux pas saper toute espérance, pas du tout. Mais en fait, il faut oser d'abord regarder les faits tels qu'ils sont, en étant honnête, et après on peut poser une grille d'analyse, et là on peut débattre, parce que tout le monde n'a pas la même grille d'analyse, n'a pas la même opinion, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Moi j'avais à cœur dans le livre, dans cette grande première partie, donc de dire qui sont ces mouvements militants, leur jeunesse, comment ils influencent le débat public, mais je voulais le faire honnêtement. C'est-à-dire que, par ailleurs, je n'ai pas du tout une plume pamphlétaire, c'est pas mon style, c'est pas mon approche non plus, c'est pas mon caractère. Mais j'avais aussi envie de les comprendre. D'ailleurs, certains m'ont dit, je trouve que t'es vachement compréhensible, etc. Mais c'est simplement que je ne porte pas de jugement, j'essaye de les entendre. Et je crois que c'est une démarche journalistique, d'ailleurs, d'essayer de faire ça, d'aller vers différentes personnes, même si on n'est plutôt pas d'accord, mais c'est d'accepter, et c'est la même démarche en philosophie, de se dépouiller de soi-même pour accueillir le point de vue de l'autre. Et après, dans un second temps, là, on peut poser d'autres arguments. Moi, je voulais pas simplement contredire leurs arguments, avec lesquels je n'étais pas d'accord. Je voulais aussi proposer un peu un témoignage philosophique. Je parle pas de ma vie dans les moindres recoins. Hein. J'essaie d'appuyer des petites anecdotes du quotidien sur une réflexion plus globale pour essayer de réenchanter. Et ça, c'est vraiment en effet un parti pris. Et réenchanter la maternité. La première fois que j'ai écrit sur le sujet, pour tout vous dire, j'étais journaliste au Figaro et j'avais écrit une analyse sur la question du regret maternel. Les femmes qui prenaient la parole, elles étaient très nombreuses pour dire qu'elles regrettaient d'être mères, et j'avais trouvé ça, moi je venais d'accueillir mon premier enfant, et j'avais trouvé ça d'une violence sans nom, d'abord à l'égard de l'enfant, parce qu'elles ont beau dire on l'aime mais on regrette qu'il soit là. Moi je trouve que j'assume de dire qu'elles n'ont pas le droit de dire ça pour l'enfant. Je trouve que c'est trop violent pour lui. Moi j'aurais pas aimé que moi mes parents me disent ça. Et après, quand j'écoutais leurs témoignages, j'avais une véritable empathie pour elles, parce qu'en fait on voyait bien que dans leur approche, généralement elles n'arrivaient pas à entrer en relation avec cet enfant pour plein de raisons, mais soit des raisons parce qu'elles-mêmes n'avaient pas reçu d'amour de leurs parents, qu'elles avaient un deuil prénatal à faire, ou alors des situations conjugales compliquées. Donc en fait rien n'était fait pour qu'elles puissent entrer dans cette relation d'amour avec l'enfant. Et au lieu de les aider, on plaquait un discours, certaines féministes aujourd'hui plaquaient un discours en disant eh bien en fait c'est parce qu'on vous a obligé à faire des enfants, c'est la société patriarcale et ses injonctions, et vous n'y avez pas réfléchi, vous l'avez fait. Et à quoi ça mène ça? Moi je trouvais que c'était terrible parce que ça les enfermait dans une souffrance, ça n'y répondait pas, et ça crée simplement de la colère. Et donc là encore une fois, il faut prendre l'ensemble du problème, je crois, accepter donc qu'il y ait des influences de toutes parts, et ensuite oser, une fois qu'on a fait ce premier travail, d'assumer une grille d'analyse et qui peut porter à débat. Et ensuite accepter le débat, sinon c'est terrible.
Le numéro de février de Zélie, comme je l'évoquais, porte sur le discernement concernant l'usage du numérique. Est-ce que vous avez un témoignage à apporter à ce sujet ? Est-ce que vous avez mis en place des choses pour un usage raisonné du smartphone ? Vaste sujet. Alors je vais donc bientôt reprendre le travail. Donc j'ai remis Twitter, ce qui est un outil quand même nécessaire quand on est journaliste. On peut pas passer à côté de Twitter. Mais en même temps, là, c'est le carême. Donc, j'ai enlevé les notifications de mon téléphone. J'ai essayé c'est-à-dire quand je me connecte, je me suis dit, quand je me connecte sur mon téléphone, je vais là où j'ai besoin d'aller, mais je vais essayer de le limiter le moins possible par cet appel des notifications, etc. C'est déjà un challenge incroyable parce que quand je prends mon téléphone et que je vois que j'ai pas de notification, il y a une forme d'angoisse. Pour dire quand même à quel point, quand même, on est accro à nos téléphones. Et oui, vous parliez du shoot de dopamine. Bah là, on doit s'en passer quand on a fait cette notif, quoi. On se dit, mais en fait, je suis toute seule, il y a personne qui pense à moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 2 minutes à attendre un bus, comment je vais faire pour attendre 2 minutes sans regarder mon téléphone ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que là, je vais essayer de faire ces 40 prochains jours. Et comme à chaque fois, on se dit, on espère que ça tienne au-delà du carême, quoi, que c'est quelque chose qu'on puisse mettre en place. Ce que j'essaie de mettre en place tout au long de l'année et qui fonctionne plus ou moins bien, mais quand même, c'est de couper les réseaux sociaux vraiment le dimanche, le samedi soir. Dire là, je suis avec mon mari, je vais rester avec lui. Et pour pas, pour qu'il y ait un véritable échange, qu'on soit pas tenté de regarder le téléphone. Que le dimanche, on soit en famille, donc que ce soit pas le lieu pour ça. Et je le laisse dans ma chambre, dans un petit casier, mais quand je passe devant, même sans y réfléchir, j'ai le réflexe d'ouvrir le casier et de le regarder. Et c'est quand je le regarde, je me dis non, mais c'est la journée, tu ne touches pas ton téléphone. Donc on est quand même, je crois qu'on en est tous au même point. Moi, je dois dire que, oui, je suis tout le temps sur mon téléphone. J'essaie, cette année, j'ai la chance donc d'être avec mes enfants. Et quand je suis avec eux le soir, je le regarde pas jusqu'à leur coucher, mais parce que de toute façon, on n'a pas le temps. Et on vit pas du tout le moment avec eux si on est sur le téléphone. Mais je sais qu'avec le travail, ça va être un défi de réussir à le poser de temps en temps, parce que en fait, l'actualité, elle est permanente. Donc c'est, je crois, encore plus un défi quand on est journaliste, parce que c'est aussi notre source d'information. On est tout le temps relié au-delà des journaux, mais avec les réseaux sociaux, à ce qui se passe dans le monde, aux images, etc. Et donc là, il faut réussir peut-être, je crois aussi, à se mettre des propres limites qui sont pas évidentes. Donc bravo de faire votre numéro là-dessus, parce que c'est un défi pour tous et pour nos enfants. Alors pour finir, à chaque question courte, vous pouvez répondre par une phrase courte ou non. Complétez cette phrase, la personne humaine est... je dirais un mystère, profondément. Une musique, une chanson que vous aimez. Pour penser à ma Bretagne natale, je vais dire la ville que j'ai tant aimée, de Trianne. Une femme qui vous inspire. Elisabeth de Miribel, qui a été celle qui a tapé la machine à écrire l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Elle vient d'une famille d'aristocrates qui était plutôt du côté de Pétain, et elle a envoyé tout le monde balader, elle a suivi les forces libres. Et c'est une femme qui a un caractère incroyable. On peut lire ses mémoires qui a ce titre magnifique, La liberté souffre violence. Et après la libération, elle s'est sentie un peu désœuvrée. Elle est rentrée au Carmel en se disant, vous voyez, c'est une femme qui a soif d'un idéal absolu. Et en fait, le Carmel, ça n'a pas été fait pour elle non plus. Mais elle a elle laisse des ouvrages derrière elle. Ses mémoires sont vraiment à lire. Et puis elle a écrit sur Edith Stein aussi. Et là, vous voyez, ce sont des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont porté du fruit, comme peu de gens dans ce monde. Un moment qui vous ressource? Eh bien, ce sont les week-ends en famille. Je dois avouer que j'attends souvent impatiemment les week-ends pour être avec les miens. Et de plus en plus le mercredi, puisque j'avais la chance cette année d'être avec des enfants. Et j'ai appris à me découvrir un peu faire des super sorties le mercredi, et j'ai adoré ça. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez? Pardon et merci. Merci beaucoup Azilise. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de février 2026. Le lien est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.